Bonjour à tous, aujourd'hui je propose une vidéo consacrée au 15 de France sur la route d'un potentiel grand chelem. Vous avez l'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à mettre un petit pouce en l'air pour valoriser la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, allez voir mes débriefs des 3 premières journées du tournoi Destination 2020. Au sommaire de ce contenu, un focus sur les deux futurs adversaires des Bleus, que sont l'Écosse et l'Irlande. Je parlerai des modifications françaises dans son 15 de départ, j'évoquerai un contexte particulier entre le coronavirus et le changement de statut des Bleus. Je ferai un focus sur les rares manques des Français et je livrerai mes pronostics. L'Écosse n'est que 5e de ce tournoi après 3 journées et a un parcours très irrégulier, ayant alterné une défaite encourageante en Irlande, avec un autre échec, plus médiocre celui-là, à domicile face aux Anglais, puis une victoire mitigée en Italie. À la base donc l'optimisme est de rigueur côté français, surtout après avoir gagné au Pays de Galles, mais plusieurs signaux suggèrent un match piège à Murrayfield. Déjà, avec son résultat positif face à une catastrophique équipe italienne, l'Écosse s'est débarrassée de la pression de la cuillère de bois donnée à la nation qui perd tous ses matchs. Elle devra ainsi jouer plus libérée et être galvanisée par l'envie de regagner à domicile et effacer la frustration d'un match contre les Anglais, pourri par les conditions météo dantesques qui ont favorisé la puissance du 15 de la Rose face au jeu de mouvement écossais. Autre alerte pour les Français, Stuart Hogg revient en forme. Pas dans son assiette lors des 2 premières rencontres, il a signé un essai somptueux contre l'Italie et a entre-temps brillé avec son club d'Exeter, contribuant à la victoire 26-15 de cette dernière sur le terrain de Gloucester. Enfin, les fondamentaux écossais se solidifient, avec une mêlée dominatrice face à l'Irlande et l'Italie, dont c'était l'unique point fort jusque-là, et une touche très solide face aux Italiens, après pas mal de ballons inhabituellement égarés dans ce secteur lors des 2 premiers matchs. Le retour du talonneur Stuart McIdaly, l'ancien capitaine, à la place d'un Fraser Brown pas exceptionnel, n'y est pas étranger. Dans ce match face à la France, il sera très intéressant de suivre l'affrontement des 3e lignes, avec le coureur Ritchie, le gratteur hyperactif Watson, le puissant et mobile Bradbury côté écossais, et la triplette Cross, Olivon Aldrit de l'autre. Toutes les deux en grande forme lors de la précédente journée, autant dans le registre défensif qu'offensif, elles promettent beaucoup de combats et de mouvements. Si je vois donc les Écossais rivaliser devant face aux Bleus, sur les bases et dans le déplacement, peut-être un peu moins au niveau puissance, la deuxième ligne Roux Willemsey paraissant plus physique que le duo Toulis-Cummings, c'est derrière que les Français pourraient faire la différence. Au niveau de la charnière, Ali Price et Adam Hastings ne brillent pas dans la distribution du jeu ou l'utilisation du pied, avec de nombreuses touches directes ou ballons contrés, et des échecs devant les perches. En face, la paire toulousaine Dupont-Tamac se connaît parfaitement. Dupont est un poison en bord de ruck et a considérablement amélioré son jeu au pied de dégagement, et Tamac sort d'une prestation majuscule au Pays de Galles, où son alternance au pied a permis l'essai de Boutier, et son mental et ses inspirations ont fait mouche sur une interception cruciale et décisive. Au niveau des centres, il n'y a pas photo non plus. Les gros plaqueurs Vincent et Vakatawa devraient éteindre les velléités offensives ternes de Sam Johnson et surtout Chris Harris, symbole de 3/4 écossais, loin de leur dangerosité coutumière. Plus fort derrière, je mise sur une victoire française en terre écossaise. Le bonus défensif est apporté pour le 15 du Chardon, batailleur, ne manquant pas d'arguments et jouant à domicile. Un atout insuffisant, car on a vu que la jeune garde française était capable de gérer les environnements hostiles, comme le Principality Stadium de Cardiff. Le nombre probablement faible de supporters tricolores à Murrayfield à cause du coronavirus ne devrait pas gêner les Bleus. Difficile de comprendre cette équipe d'Irlande dans ce tournoi. Vainqueur à domicile d'Écossais valeureux et supérieurs mais en panne de réalisme, le 15 du trèfle a relevé la tête contre les Gallois par l'intermédiaire de ses 3/4 retrouvés et d'une grande maîtrise du jeu au pied, avant de fournir un match atrocement médiocre en Angleterre, avec une charnière Murray-Sexton aux fraises et une faible combativité qui dénote du fighting spirit habituel. Pourtant méfiance, l'Irlande s'est juste inclinée 24-12 face au 15 de la Rose, a marqué 2 essais sur ses 2 seules opportunités offensives et a concédé 2 réalisations anglaises sur des erreurs grossières de l'ouvreur Sexton et de l'ailier Stockdale. L'Irlande aura un avantage de taille pour ce match, celui de la fraîcheur physique. Avec l'annulation du match contre l'Italie pour cause de coronavirus, l'Irlande ne jouera pas la journée 4, à l'inverse des Français, qui en plus joueront le dimanche après-midi et auront un jour de moins pour préparer l'Irlande du samedi suivant. Cela m'amène à la grosse interrogation sur cette équipe de France. Est-elle capable d'enchaîner les gros matchs toutes les semaines ? On a vu que les Bleus ont tenu de justesse contre les Gallois en fin de match, alors qu'ils n'avaient pas joué la semaine précédente, et aussi qu'ils ont résisté tant bien que mal face aux Anglais. Mais 7 jours plus tard contre l'Italie, les Bleus ont eu quelques trous d'air et baisse de régime physique face à un adversaire pourtant très limité, à qui ils ont concédé 3 essais et 22 points. Le match contre l'Écosse s'annonçant exigeant en intensité, il faudra surveiller que la France puisse ensuite soutenir la rudesse des avants irlandais pendant 80 minutes. L'autre incertitude côté français, c'est la capacité de l'équipe à assumer son nouveau statut de favori et d'équipe majeure après une très probante et significative victoire au Pays de Galles. L'Irlande verra ce match comme un gros test.
En bonus, la France pourrait viser le Grand Chelem sur cette rencontre, une situation pas facile à gérer. On se souvient qu'en 2010, lors du dernier Grand Chelem français, le dernier match contre les Anglais avait accouché d'une très courte victoire à domicile, 12-10, lors de laquelle la France avait fait la différence grâce à sa mêlée redoutable et le combat face à des Britanniques très joueurs et dominateurs. Les Irlandais tenteront aussi de surprendre les Français. Dans un match compliqué et probablement fermé, la France finira selon moi par s'imposer, ayant le mental pour contrer de tenaces Irlandais, qui récolteront au passage un bonus défensif. Deux postes suscitent des interrogations dans le 15 de départ. Qui pour accompagner Julien Marchand et Mohamed Aouas en première ligne, suite à l'absence regrettable sur blessure de Cyril Baille, puissant et mobile dans ce tournoi, quoique trop pénalisé. La logique de continuité mène à Jean-Baptiste Gros, remplaçant au Pays de Galles et auteur d'une mi-temps tout à fait correcte pour une première sélection, bien que son profil soit très différent de celui de Baille. Néanmoins, alors que ce profil en vis-à-vis du pilier gauche français, le très en forme pilier droit écossais Xander Fagerson, costaud et combatif, et le robuste et expérimenté irlandais Taj Furlong, la tentation de l'expérience avec Jefferson Poirot titulaire est envisageable. D'autant que ce dernier est bon sur les grattages au sol, secteur faible des Écossais en raison de soutien offensif tardif, et fort du 15 du trèfle, grâce à l'excellent C.J. Stender notamment. Enfin, qui à l'aile ? Ficou, par son leadership et sa performance face aux Gallois, sera de toute évidence logiquement titulaire. Sur l'autre aile, il y a match entre le décevant Thomas, en panne offensive et au placement défensif hasardeux, et le revenant Damien Penaud, de retour de blessure, et n'ayant plus joué depuis la mi-janvier en Coupe d'Europe face au Harlequins. Si Penaud devrait manquer de rythme, ses qualités de finisseur devraient faire un bien fou à l'attaque des Bleus, et il est plus créatif que Thomas pour générer des brèches. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer des contenus de la chaîne, et à mettre un pouce en l'air. Le coronavirus n'empêche pas de partager des commentaires et de regarder mes autres contenus. A bientôt pour le débrief de la journée 4. Salut à tous!